Et si je vous disais qu'il existe un objet capable de faire chuter la température d'une pièce de plusieurs degrés, sans compresseur, sans gaz réfrigérant, sans consommer presque aucune électricité, et que les habitants du désert l'utilisaient déjà il y a plus de 4000 ans, pas de panneaux solaires compliqués, pas de pompe à chaleur, pas de facture qui explose en juillet, juste de l'eau, de l'air et un principe physique si simple qu'on l'enseigne au collège, mais que presque personne ne sait appliquer correctement chez soi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce principe oublié peut être recréé pour environ 15 €, avec des matériaux que vous avez probablement déjà sous la main. Mais avant de vous donner la méthode exacte, il faut comprendre pourquoi cette technologie a disparu de nos maisons modernes, et pourquoi, dans un monde qui se réchauffe, elle est en train de redevenir l'une des solutions de refroidissement les plus pertinentes qui soient. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière astuce que je vais partager change complètement l'efficacité du système, et presque personne ne la connaît. Depuis les années 1950, l'arrivée massive de la climatisation électrique a changé notre rapport à la chaleur. Plutôt que de concevoir des bâtiments capables de se réguler naturellement, on a préféré construire des boîtes hermétiques et leur greffer une machine qui pompe l'air chaud vers l'extérieur. C'est efficace, oui, mais c'est aussi extrêmement gourmand en énergie. Un climatiseur classique peut consommer entre 1000 et 3000 watts en continu. Et dans les pays chauds, la climatisation représente aujourd'hui de 20% de la consommation électrique des bâtiments, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le problème, c'est que cette dépendance crée un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus on climatise. Plus on climatise, plus on consomme d'électricité produite par des centrales qui, elles-mêmes, réchauffent l'atmosphère. Et l'air chaud, rejeté par les climatiseurs dans les rues des grandes villes, augmente localement la température de plusieurs degrés. Un phénomène que les chercheurs appellent l'îlot de chaleur urbain. Pourtant, avant l'invention du compresseur électrique, l'humanité savait déjà se rafraîchir efficacement. Les Perses, les Égyptiens, les civilisations de la vallée de l'Indus avaient développé des systèmes de refroidissement passif, capables de faire chuter la température intérieure de 10 à 15 degrés sans la moindre source d'énergie autre que le vent et l'eau. Ces techniques n'ont pas disparu parce qu'elles étaient inefficaces. Elles ont disparu parce qu'elles étaient moins pratiques à vendre qu'une boîte en plastique qu'on branche sur une prise. C'est cette même physique, simplifiée et miniaturisée, que nous allons recréer aujourd'hui pour une poignée d'euros. Pour comprendre comment refroidir une pièce sans électricité, il faut remonter jusqu'en Mésopotamie et en Égypte ancienne, vers 2500 avant notre ère. Les fresques retrouvées dans les tombeaux égyptiens montrent des serviteurs agitant de grandes jarres en terre cuite, remplies d'eau devant des éventails. Ce n'était pas un simple geste de confort, c'était une technologie de refroidissement à part entière. La terre cuite poreuse laissait l'eau s'infiltrer lentement à travers ses parois. En s'évaporant à la surface du pot, cette eau absorbait la chaleur ambiante, refroidissant à la fois le contenant et l'air environnant. En Inde, on retrouve encore aujourd'hui ce même objet sous le nom de matka, une jarre en argile utilisée pour garder l'eau fraîche sans réfrigérateur, simplement grâce à l'évaporation. Les Perses sont allés plus loin avec les yakchals, des structures coniques en terre crue pouvant atteindre 18 mètres de haut, construites dans le désert il y a environ 2400 ans. Combinées à des tours à vent appelées bajir, elles permettaient de fabriquer et de conserver de la glace en plein désert, même en été, avec des températures extérieures dépassant 40 degrés. Le principe reposait sur le rayonnement nocturne, l'évaporation et l'inertie thermique de l'argile, trois phénomènes purement physiques, sans aucune machine. Ce que ces civilisations avaient déjà compris intuitivement, la science moderne l'a formalisé sous un nom précis, le refroidissement évaporatif. Le principe est en réalité d'une simplicité désarmante, et vous l'avez probablement déjà expérimenté sans y prêter attention. Sortez de la piscine un jour de vent. Même s'il fait 30 degrés dehors, vous ressentez immédiatement du froid sur votre peau mouillée. Ce frisson n'est pas une illusion, c'est de la physique pure. Pour qu'une molécule d'eau liquide se transforme en vapeur, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, appelée chaleur latente de vaporisation, elle la puise directement dans son environnement immédiat. Votre peau, l'air ambiant ou la surface d'un tissu humide. Concrètement, il faut environ 2260 joules pour évaporer un seul gramme d'eau à température ambiante. Cette énergie est littéralement retirée de l'air qui entoure l'eau, ce qui fait chuter sa température. C'est exactement le même principe que la transpiration chez les mammifères. La sueur s'évapore à la surface de la peau et emporte avec elle une partie de la chaleur corporelle. Un climatiseur évaporatif n'est donc, en quelque sorte, qu'une transpiration artificielle appliquée à un flux d'air. Le système le plus simple consiste à faire passer un courant d'air à travers un support humide, un tissu, une éponge, une mousse cellulosique ou même des glaçons.
L'air, en traversant cette surface mouillée, perd de sa chaleur au profit de l'évaporation et ressort plus frais qu'il n'est entré. La baisse de température peut atteindre 5 à 12 degrés selon l'humidité de l'air extérieur, un chiffre confirmé par de nombreuses études en physique du bâtiment, notamment celles publiées par l'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Il y a cependant une condition essentielle à ce phénomène. L'air doit pouvoir absorber de l'humidité supplémentaire. Plus l'air est déjà chargé en vapeur d'eau, moins l'évaporation est efficace. C'est pourquoi cette technique fonctionne remarquablement bien dans les climats secs, comme le désert du Nevada, le sud de l'Espagne ou le Maghreb, mais perd beaucoup de son efficacité dans les régions très humides comme la Floride ou l'Asie du Sud-Est tropicale. Maintenant que les bases scientifiques sont posées, voyons comment recréer ce principe millénaire avec un budget minuscule. L'objectif n'est pas de remplacer un climatiseur industriel, mais de rafraîchir efficacement une pièce de taille moyenne, une chambre, un bureau, un salon, pendant les heures les plus chaudes de la journée. Voici la liste du matériel nécessaire que l'on trouve facilement dans un magasin de bricolage ou même chez soi. Un petit ventilateur de table, idéalement orientable, qu'on possède déjà dans la plupart des foyers. Si ce n'est pas le cas, on en trouve à partir de 8 à 10 €, une éponge cellulosique épaisse ou un tissu en coton très absorbant, comme une serviette éponge usagée. Coût, environ 2 € si on doit l'acheter, 0 si on en a déjà une chez soi. Un récipient peu profond, comme un bac en plastique ou une bassine pour contenir l'eau et y tremper le tissu, souvent déjà disponible à la maison. Quelques bouteilles en plastique remplies d'eau à congeler à l'avance. C'est gratuit si vous avez un congélateur, du fil de fer, des élastiques ou du ruban adhésif solide pour fixer le tissu humide devant la grille du ventilateur. En assemblant ces éléments simples, vous pouvez en réalité construire 2 variantes complémentaires du même principe physique. La première variante, la plus rapide à mettre en place, consiste à tremper le tissu absorbant dans l'eau et à l'essorer légèrement pour qu'il reste humide sans dégouliner, puis à le fixer directement sur la grille avant du ventilateur à l'aide du fil de fer ou des élastiques. L'air pulsé par le ventilateur traverse alors le tissu humide avant d'atteindre votre visage, se chargeant en fraîcheur par évaporation au passage. La seconde variante, plus efficace encore, consiste à disposer plusieurs bouteilles d'eau congelée devant le ventilateur, légèrement espacées les unes des autres dans le bac peu profond. En soufflant sur la glace, le ventilateur refroidit l'air par contact direct avec une surface très froide, tout en captant la légère condensation qui se forme à la surface des bouteilles. Un effet combiné de refroidissement par contact et d'évaporation. La méthode la plus performante, et c'est l'astuce que je vous avais promise en introduction, consiste à combiner les deux. Le tissu humide en première barrière, suivi des bouteilles glacées juste derrière. L'air traverse d'abord le tissu, s'y refroidit légèrement par évaporation, puis continue sa course autour des bouteilles gelées, où il perd encore quelques degrés par conduction thermique. Cette double barrière permet, dans des conditions optimales d'air sec, de faire chuter la température ressentie de 6 à 10 degrés à la sortie du ventilateur, un résultat mesurable au thermomètre et largement documenté dans les comparatifs amateurs de refroidisseurs évaporatifs faits maison. Pour un coût total avoisinant les 15 €, en comptant un tissu neuf, quelques bouteilles et le fil de fixation, sans compter le ventilateur si vous en possédez déjà un, vous obtenez un appareil capable de rafraîchir une pièce fermée de 15 à 20 mètres carrés pendant plusieurs heures pour une consommation électrique dérisoire, généralement inférieure à 50 watts, contre 1000 à 2000 watts pour un climatiseur mobile classique. Ce principe artisanal n'est pas une curiosité isolée. Il a inspiré des solutions à très grande échelle dans plusieurs régions du globe. Dans le sud-ouest des États-Unis, particulièrement en Arizona et au Nouveau-Mexique, le Swamp Cooler, littéralement le refroidisseur de marécage, équipe encore aujourd'hui des centaines de milliers de foyers. Ces appareils, montés sur le toit des maisons, font circuler l'eau à travers d'épais filtres en cellulose ondulée, traversés par un flux d'air aspiré vers l'intérieur de la maison par un gros ventilateur. Dans ce climat désertique, où l'humidité relative descend parfois sous les 20%, l'efficacité de ces systèmes rivalise avec celle d'un climatiseur classique, pour une fraction de la consommation électrique, généralement 4 à 10 fois moins, selon les données publiées par le département de l'énergie américain. En Inde, dans les régions rurales du Rajasthan, où les températures dépassent régulièrement 45 degrés en été, les habitants suspendent encore des nattes tissées en racines de vétiver devant leurs fenêtres, qu'ils arrosent régulièrement. Le vent traversant ces nattes humides rafraîchit naturellement l'intérieur des habitations, une méthode héritée directement des techniques perses et toujours utilisée faute de moyens pour s'équiper en climatisation électrique. En Espagne andalouse, l'architecture traditionnelle des patios intérieurs, héritée de l'époque mauresque, utilise le même principe à l'échelle d'un bâtiment entier.
Une fontaine ou un bassin placé au centre du patio, entouré de murs blancs, réfléchissants et de plantes, crée un microclimat frais qui se diffuse ensuite dans les pièces adjacentes par convection naturelle, en ce que des relevés effectués dans des patios de Cordoue et Séville montrent des écarts de température pouvant atteindre 8 degrés entre l'intérieur du patio et la rue environnante en plein été. Ces exemples démontrent une chose essentielle. Le principe que nous recréons ici avec des bouteilles d'eau et un vieux ventilateur n'est pas une astuce de fortune sans fondement, mais la version miniature d'une technologie validée à l'échelle de civilisations entières. Comme toute technologie, le refroidissement évaporatif a ses forces et ses limites, qu'il convient de connaître avant de s'y lancer pour éviter les déceptions. Du côté des avantages, le premier est évidemment le coût. Pour 15 €, vous obtenez un appareil dont la fabrication industrielle équivalente, un climatiseur évaporatif portable du commerce, coûterait entre 60 et 150 €. La consommation électrique est également incomparable. Un ventilateur standard consomme entre 30 et 60 watts, là où un climatiseur à compresseur consomme 20 à 40 fois plus pour un volume d'air traité similaire. Enfin, contrairement aux climatiseurs classiques, ce système n'utilise aucun gaz réfrigérant. Des substances qui, lorsqu'elles s'échappent dans l'atmosphère, ont un pouvoir de réchauffement global parfois plusieurs milliers de fois supérieur à celui du CO2. Mais il existe aussi des limites bien réelles. La principale est la dépendance à l'humidité de l'air. Dans un climat déjà humide, l'air ne peut plus absorber beaucoup d'eau supplémentaire, et l'effet de refroidissement devient marginal, voire contre-productif, puisque vous ajoutez de l'humidité dans une pièce déjà moite. C'est l'erreur la plus fréquente, utiliser ce système dans une région côtière humide en plein été et s'attendre au même résultat que dans un désert. La deuxième erreur courante consiste à utiliser ce dispositif dans une pièce totalement fermée, sans aucune circulation d'air vers l'extérieur. Contrairement à un climatiseur à compresseur qui évacue la chaleur hors du bâtiment, le refroidisseur évaporatif ne fait que transformer de l'air chaud et sec en air frais et humide. Il faut donc une légère ventilation, par exemple une fenêtre entr'ouverte de l'autre côté de la pièce pour permettre à l'air chaud de s'échapper et d'éviter que l'humidité ne s'accumule excessivement. La troisième erreur est l'hygiène de l'eau stagnante. Un récipient d'eau laissé à température ambiante pendant plusieurs jours peut devenir un terrain favorable au développement de bactéries et de moisissures. Il est recommandé de changer l'eau toutes les 24 à 48 heures et de nettoyer régulièrement le tissu absorbant pour éviter tout problème sanitaire. Enfin, ce système ne remplace pas un climatiseur dans des conditions de chaleur extrême combinées à une forte humidité, ni dans des pièces très mal isolées où la chaleur entre plus vite qu'elle ne peut être compensée. Il s'agit d'une solution complémentaire et économique, particulièrement adaptée au climat sec ou tempéré, et non d'un substitut universel. Si l'on compare froidement les chiffres, l'écart entre cette solution artisanale et un climatiseur mobile classique est saisissant. Un climatiseur mobile standard consomme en moyenne entre 800 et 1500 watts par heure de fonctionnement, soit, sur une utilisation de 6 heures par jour en été, une consommation mensuelle pouvant dépasser 150 kWh. Selon les tarifs européens moyens de l'électricité en 2026, cela représente facilement 25 à 45 € par mois, rien que pour la climatisation d'une seule pièce. Notre climatiseur évaporatif, maison, lui, fonctionne avec un simple ventilateur consommant en moyenne 40 watts. Sur la même base de 6 heures par jour, cela représente environ 7,2 kWh par mois, soit moins de 2 € d'électricité. L'écart est donc d'un facteur 15 à 20 en termes de coût énergétique, pour un effet de rafraîchissement certes plus modeste, mais souvent suffisant pour rendre une chambre vivable durant les pics de chaleur, surtout combiné à d'autres pratiques de fraîcheur passive comme la fermeture des volets en journée. Sur le plan environnemental, l'écart est tout aussi marqué. Un climatiseur classique contient en général entre 0,5 et 1 kg de gaz réfrigérant de type HFC, dont le potentiel de réchauffement global peut atteindre 1430 fois celui du CO2 pour les variantes les plus courantes comme le R410A. Une fuite, même partielle, lors de la fabrication, de l'utilisation ou de la mise au rebut de l'appareil a donc un impact climatique disproportionné. Le système évaporatif que nous avons construit, lui, n'utilise que de l'eau et de l'air, aucun gaz, aucune substance chimique, et un impact environnemental qui se limite à la fabrication du ventilateur lui-même,